Bon allez, c'est cette caméra. Nchango à tous et bienvenue sur Gestor Media. Vous regardez le Gestor Show, 16e numéro et premier numéro de l'année, s'il vous plaît. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, comme c'est le cas tous les vendredis à partir de 19h sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et aussi sur TikTok. Et Sonobion, c'est mon nom. Je ne suis pas tout seul puisque autour de cette table, on a des invités au taquet. Ils sont généreux, ils sont tout beaux et ils sont apprêtés pour cette année qui démarre. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour la First Lady, Miss K, qui une fois de plus nous gratifie d'un nouveau look, d'un nouvel apparat. Miss K, comment tu vas? Ça va, ça va. Je pense qu'il manque quelqu'un sur ce plateau. Oui, il manque Solange. Oh là là, Solange. Solange est là, il ne faut pas qu'on l'oublie parce que c'est le véritable totem de cette émission. Si elle n'est pas là, l'émission foire. Voilà. Je tiens à ce que l'émission se passe bien parce qu'on a des invités de marque. Voilà. Voilà. Très bien. Miss K, comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Comment tu as passé ta Saint-Sylvestre? Au KLM, c'est old en school, famille, voilà, voilà. C'est old school, hein, Saint-Sylvestre. N'est-ce pas? C'est très old school. Bonne année à tous, voilà. déjà. Très bien, l'émission, le décor est planté. Aujourd'hui, on a des invités et on sait que beaucoup, enfin du moins la plupart de nos followers, on va dire ça comme ça, sont des férus de jeu. Et donc aujourd'hui on a l'honneur, sinon le privilège de recevoir des représentants du BET 241 en les personnes de Juliana et Jaduve. Comment vous allez? Enfin, on va commencer par les Fly Ladies. Juliana, comment tu vas? Je vais bien, merci. La forme? Très bien, ça va. Comment tu as passé tes fêtes? En famille, c'était très bien. Très bien. Jaduve, on te retourne la même question. Ça va, tu as cuisiné le... Comment on appelle ça? La dinde. La dinde. De Noël. Là, pour le coup de la bonne année. Oui, ça s'est bien passé. Je pense qu'on a profité de ces moments en famille. Maintenant, on va être au taquet pour le début d'année et puis espérer que l'année soit meilleure. Et bonne année à tous déjà. Très bien. Justement, merci. Merci. Justement, pour parler de cette année qui démarre, ça se bouge beaucoup du côté de BET 241. Et justement, pour en parler, Juliana qui est là, va nous... Est-ce que déjà... Juliana peut nous présenter le BET 241. C'est quoi le BET 241 et ça fait combien de temps que cette entreprise officie au Gabon, est implantée au Gabon? Alors BET 241, peut-être pour ceux qui ne savent pas, est une entreprise de paris sportifs. Donc nous vendons principalement le football, le tennis, le basket. Nous avons également 2 sites internet que je peux citer si vous me permettez. Allez-y, bet241.net et bet2africa.ga. Alors, j'ai déjà cité le foot, le basket, le tennis, mais nous avons également les jeux de casino en ligne. Nous avons aussi des jeux virtuels dans nos différents points de vente. Rocketman, ça c'est sur Bet2Africa. Alors, comme je disais, nous avons des jeux virtuels dans nos différents points de vente et les points de vente que nous avons, ce sont des salles, des partenaires. Donc, en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, vous pouvez décider de vendre les produits de BET 241 dans votre structure. Nous avons des kiosques, nous avons également des commerciaux mobiles qu'on retrouve un peu partout dans la ville et dans toute l'étendue du territoire. Très bien. Après avoir dressé ce portrait de BET 241, ça fait 10 ans aujourd'hui que l'entreprise est implantée au Gabon et aujourd'hui vous avez justement pour célébrer ces 10 ans-là décidé d'organiser un tournoi Master League Corporate Football Cup. C'est long, oui. On va y arriver. Jaduve, est-ce que tu peux nous présenter brièvement le tournoi? Il s'agit de quoi? Alors c'est un concept tout simple. Le BET 241 pour ces 10 ans veut justement festoyer, passer un moment avec ses partenaires. Bien sûr. Donc l'idée derrière cette compétition, c'est justement d'organiser un tournoi autour de cette date-là, donc des 10 ans de BET. Mais aussi, ça ne va pas se limiter qu'au foot. Il y a aussi une partie festive avec les enfants, aussi bien des employés que les enfants des partenaires qui seront invités à prendre part à cette compétition-là. Donc c'est un moment assez important pour la boîte BET, mais aussi pour ses partenaires, pour l'ensemble des entreprises qui auront bien voulu prendre part à la fête. Bien sûr. Justement, en termes de partenariat, oui.
quels sont les atouts de ce tournoi? Pourquoi le sponsoriser? Pourquoi être partenaire? D'accord. Je vais déjà planter le décor. Étant donné que nous sommes en 2024, normalement c'est 11 ans. Bet 241 a vu le jour le 13 août 2013, pardon. 2013 et 2023, ça faisait 10 ans. Donc nous avons décidé en fait d'étendre les festivités parce qu'on voulait vraiment que nos clients et nos partenaires d'affaires nous rejoignent pour célébrer nos 10 ans. Donc c'est aussi une façon de les remercier. Alors le tournoi, l'idée du tournoi est venue tout naturellement parce que nous-mêmes, nous sommes dans le domaine du sport et le sport roi, c'est le football, étant donné que c'est aussi un sport fédérateur. C'est l'image que nous souhaitons véhiculer. Nous voulons que nos clients et nos partenaires participent à cet événement. Alors, comment devenir sponsor ou même pour participer à l'événement et pourquoi? Déjà, on peut devenir partenaire ou du moins on peut intégrer son équipe en payant un droit de participation. D'accord. Vous allez comprendre qu'un tel tournoi demande beaucoup d'investissement financier, j'entends. Logistique aussi. Exactement. Et donc, humain. Et humain, donc ce n'est vraiment pas, c'est pas un événement qu'on pouvait offrir gratuitement. Donc le droit de participation c'est 1 million. Toutefois, ça ne devrait pas décourager ceux qui ne peuvent peut-être pas donner cette somme-là en tant qu'entreprise parce que nous prenons aussi les participations en nature. Ça veut dire que si vous pouvez justement participer à cet événement en offrant vos services ou vos produits. Très bien. Voilà, donc pour intégrer une équipe, donc vous devez vous acquitter de cette somme-là, sinon participation en nature. Éventuellement, si vous n'avez pas une équipe, parce que toutes les entreprises certainement n'ont pas une équipe de football, voilà, vous pouvez quand même devenir sponsor. Donc un droit de participation qui s'élève à 500 000 francs minimum, qui vous donne droit au stand. Très bien. Tous les sponsors auront un stand au stade. 500 000 francs minimum, c'est-à-dire il y a des packs, Il y a 3 packs. D'accord. Un pack à 500 000 francs, vous avez un stand. Un pack à 1 million, vous avez un stand également. Et un pack à 2 millions de francs CFA, vous avez aussi un stand. Maintenant, il y a différentes déclinaisons. Très bien. Voilà. Donc c'est vraiment une belle occasion parce que ce sera du réseautage professionnel, l'occasion d'avoir des partenariats avec d'autres entreprises. C'est toujours important de présenter ses services, ses produits. Et comme disait Jadu, le jour de l'événement, il y aura également une journée récréative pour tous les agents de Bet 241 avec leur famille. Et bien entendu, le stade sera ouvert à toutes les personnes, des amateurs de football, toutes les personnes qui veulent venir regarder le foot. Voilà, donc le message est passé. On va monter notre équipe de mercenaires. Oui. Alors, on va recruter les vrais mercenaires. Mais pas de pro, hein, surtout pas. Comment vous saurez? C'est important de le rappeler. Je pense que sur le domaine purement technique, donc dans l'organisation, il y a quand même un mécanisme. Vous pouvez vous rapprocher du micro? Pardon. Il y a quand même un mécanisme qui est mis en place justement pour éviter les mercenaires. Je veux le dire comme ça, ce fléau de mercenaires, parce que effectivement, lorsqu'il s'agit du sport en entreprise, très souvent, les employés ne mesurent pas l'intérêt de faire du sport. Sinon, certains te diront, je suis fatigué, je travaille toute la semaine, qu'est-ce que j'ai à faire sur un terrain de foot? Alors que le sport en entreprise aujourd'hui ne se limite pas qu'à l'aspect ludique. Bien sûr. Il y a aussi ce côté fédérateur. Au-delà du côté fédérateur, mais aussi le côté santé, parce que c'est très important de faire du sport. Et lorsqu'on sait les pressions qui existent, aussi sur le plan professionnel que familial, je pense qu'un week-end, après une semaine de travail, c'est quand même intéressant d'aller sur un aire de jeu, s'amuser avec des copains, et puis pourquoi pas remporter le prix, parce qu'il faut le dire, derrière le tournoi, au-delà du frais de participation qui a à 1 million, il y a quand même que le vainqueur de ce tournoi remporte un chèque de 1,5 million. Donc, c'est quand même dire que ça, c'est aussi un investissement. Vous pouvez miser 1 million et gagner 1,5 million derrière. On reste vraiment dans la logique du bet, en fait. Voilà. C'est ça. Vous avez compris le message. Et donc l'intérêt dans l'organisation, c'est d'éviter au maximum le fléau de mercenaires. Nous allons mettre des mécanismes en place. Très bien. Avec des licences et tout. Justement, comme on a l'habitude de le faire. Est-ce que les amateurs ont des licences? Non, il y a
déjà, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, j'interviens en tant que co-manager d'une structure Très bien. qui est spécialisée dans l'organisation de ce type d'événement. Donc, Location pour ne citer, pour ne pas le citer, pardon. Et l'idée derrière, la licence, en fait, c'est nous qui la créons, qui la mettons en place. Et tout joueur, pour avoir une licence, il y a une batterie de documents à fournir, que l'entreprise doit fournir pour justement permettre à son employé d'avoir une licence. Donc, pour justifier au moins le fait qu'il soit employé l'appartenance de cette entreprise. Au sein de l'entreprise. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de maîtriser le côté mercenaire, mais aussi de gérer l'intensité dans les matchs. Vous savez, lorsqu'on est en activité, le rythme, l'envie de gagner, ça prend le dessus. Oui. Et on n'a pas envie de tuer. Surtout à mesure qu'on avance dans la compétition. On n'a pas envie de tuer le jeu par l'enjeu. Parce que lorsque vous allez chercher les mercenaires, ils auront tendance à faire la performance. Alors que l'employé, c'est vrai qu'il y aura... Parce que le football véhicule des valeurs et la performance fait partie. Il y aura cette envie, mais il est préférable d'avoir un employé qui a toute la semaine à travailler, vient le week-end pour se divertir, mais derrière, avec ses collègues, ils travaillent ensemble pour aller faire cette performance. Et en même temps, ça fait un petit team building aussi. C'est en réalité ça, c'est un team building. C'est le foot, mais c'est un team building. Puisqu'on se retrouve, il y a des stratégies qui sont mises en place, il y a tout un mécanisme, il y a des schémas. On sait qu'au sein des entreprises, il y a la plupart du temps des équipes qui sont constituées. Donc, il y a un entraîneur, il y a des responsables. Donc, il faut permettre à ces employés-là de passer un moment ludique, agréable. Et puis, pourquoi pas remporter le trophée de ce tournoi. Et puis, c'est vraiment de permettre aux employés de passer un moment ensemble. C'est toujours plus drôle lorsqu'il y a un peu des tocards dans l'équipe aussi. Bien sûr. Et je pense, et Juliana va peut-être me reprendre si je ne suis pas dans le vrai, ce sont des équipes mixtes, c'est bien ça? Exactement, j'allais justement. Donc, je vais revenir justement au prix à gagner. Nous avons 3 trophées, donc principalement. Donc, un chèque de 500 000 francs pour la 3e place, un chèque d'1 million de francs CFA pour la 2e place et 1,5 million pour le premier, donc le vainqueur du tournoi. Et en dehors de ces prix-là, nous aurons aussi le prix de la meilleure joueuse parce que c'est des équipes mixtes. Donc, comme disait Miskey, voilà, c'est ça. Comme disait Miskey, voilà, c'est des équipes mixtes. Donc, on encourage vraiment tous les participants à intégrer les femmes dans leurs équipes. Après, c'est pas nouveau. Il ne faut pas qu'il y ait une crainte comment les femmes vont jouer avec les hommes. On prône la mixité. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau aujourd'hui. Je pense que tout le monde souhaite et on le voit bien que ça marche. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont capables de faire des métiers d'hommes. Et il y a des femmes qui jouent bien au football. Et qui jouent bien aux bêtes. Qui jouent bien aux bêtes. Il faut permettre justement aux employés, aussi bien femmes que hommes, de se retrouver ensemble. On le disait tantôt, c'est une forme de team building. Il faut permettre justement aux femmes. On va découvrir certainement des talents parce qu'il y en a. Absolument. Et il faut justement permettre à ces femmes-là de venir passer un moment avec leurs collègues. Après, si elles ne peuvent pas jouer, elles peuvent coacher aussi. Hein. Elles peuvent être dans l'équipe technique. Tout à fait. Oui, on en a par exemple B241. Nous avons une coach adjointe, voilà, donc qui coach les gars et elle est vraiment performante. Après, il faut rappeler le BET participe aussi. Oui. Il y a une équipe qui est inscrite au nom du BET, mais il y a aussi une équipe des parieurs du BET. Ah, ok. Donc, vous voyez que ça va faire... Il y aura une autre connotation. Peut-être que parmi les parieurs, il y a des mecs qui sont en semi-pro, hein. Non, on verra au grain. Il n'y a pas de crainte. Ce sont nos parieurs. C'est des gens qui nous font confiance depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, nous les connaissons bien. Et bien entendu, il y aura une vérification. On veut prôner le fair play. Il y aura aussi un prix pour le fair play. Très bien. Alors, c'est un tournoi qui va se jouer relativement vite. Hein. On parle de tournoi Six. Est-ce que M. Jadouv peut nous expliquer exactement ce que c'est un tournoi Six en fait? Bon, le tournoi Six, il faut comprendre que c'est un tournoi de foot, de jeu réduit. Donc, il y a 2 types. Ça peut être un foot à 7 ou un foot à 9. Donc, c'est du jeu réduit. Et là, sur le coup, nous sommes en attente de finaliser le type que nous allons adopter parce qu'effectivement, ça dépendra du nombre d'équipes engagées. À la base, nous recherchons 16 équipes pour faire justement un foot à 7.
Donc c'est du foot, 6 joueurs de champ et un gardien Oui. sur un terrain réduit. Donc vous voyez, l'espace rectangulaire de l'aire de jeu va être découpé en 4 pour faire 4 petits terrains. Ok. Ah Pour ouais. permettre justement d'avoir 7 contre 7. Et là, on va jouer des matchs de 2 fois 10 minutes. Ça va très vite, mais attention parce que c'est aussi éprouvant. Dans la journée, Mais grave. l'idée ici, ce n'est pas de, Enchaîner les matchs. Oui, ce n'est pas de c'est faire ça. jouer quelqu'un 2-3 matchs et d'être éliminé. C'est au contraire faire jouer un maximum de matchs pour donner la chance à tout le monde justement de pouvoir remporter cette équipe, ce tournoi-là. Mais l'idéal, c'est d'avoir les 16 équipes pour jouer justement un foot à 7. Sinon, s'il y a moins d'équipes, on partira sur un foot à 9, ce qui va nous emmener à diviser le terrain en 2 pour faire 8 un goal. Et là, c'est beaucoup Ça va beaucoup plus éprouvant. Oui. Hein. pour les Physiquement, organismes. c'est Donc, chaud. nous souhaitons vraiment qu'il y ait un engouement particulier au niveau des demandes d'inscription pour nous permettre justement de garder le format que nous avons choisi au départ. Et ça va nous permettre justement d'avoir beaucoup plus de monde parce que si nous avons 16 équipes, ça fait plus de monde. Et je pense que sur l'objectif visé par le BET, qui est justement de permettre aux partenaires de se connaître, de tisser des liens, ce sera plus important d'avoir les 16 équipes pour justement arriver à atteindre nos objectifs. Et Juliana, je voulais savoir aussi par rapport justement au format dont il parle. Le tournoi se joue sur combien de jours? Sur 2 journées. Donc, le tournoi commence le 20 janvier et s'achève le 27 janvier. Donc, c'est des samedis, des 2 samedis successifs. Donc, une première journée le 20 et une seconde journée le 27. D'accord. Et quel est le délai Pour les inscriptions, les inscriptions s'achèvent le 11 janvier parce que le 12 janvier, nous aurons la conférence de presse. Alors, je lance un appel aux sponsors et aux entreprises participantes. Vous pouvez vous acquitter de vos frais de participation. Sinon, vous pouvez faire une participation en nature. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Pour les sponsors, ce sera une belle visibilité accrue. Nous attendons près de 500 personnes pour toutes les journées, toutes les 2 journées de match. Donc la première journée, 500 personnes avec les familles des agents de B241 et la seconde journée. En plus, vous aurez un droit d'entrée pour 2 personnes à la soirée de gala que nous allons organiser aussi. Voilà, qui aura lieu le 27 janvier. Donc nous appelons tout le monde. Faites un tour sur notre page Facebook, Master League, pour avoir tous les renseignements. Donc, nous sommes ouverts à toutes vos propositions. Est-ce qu'il y a un numéro à appeler? Il y a un numéro à appeler, Jadu. Oui, il y a le 077 19 19 03. Voilà, c'est facile, je pense. Bisquet. Ouais. Elle est Je suis connectée. une parieuse. On ne savait pas. Donc, quand on fait nos paris ici, les pronostics et tout ça, tu ne parles pas alors que Bon, moi, je regarde les capsules de Mr. Wins. En tout cas, ce qui est clair, c'est que bientôt, je serai riche avec ses conseils. Donc, moi, l'heure là, c'est pas le bête, moi, c'est le roquette. C'est le jeu de l'heure. Mais il y a une capsule dessus aussi. Donc, du coup, je peux aussi aller. Mais oui, je pense. Oui. Je voulais aussi ajouter un élément important qu'on a peut-être oublié. Concernant la visibilité, ce ne sera pas que le jour de l'événement. Alors, ce sera la visibilité qu'on offre avant, pendant et après. Avant, nous avons déjà nos réseaux sociaux. Nous aurons des passages dans les différents médias. Nous avons déjà commencé ici, au G-Store Show. Yeah. Voilà. Nous aurons des articles de presse, donc n'hésitez vraiment pas. Nous aurons aussi de la communication que nous allons faire pendant l'événement. Et à la fin, nous aurons un film institutionnel qui va retracer tout le parcours des différentes entreprises. C'est vraiment l'occasion de mettre son entreprise en avant, de présenter ses services et ses produits. Et d'ailleurs, il y a une conférence de presse aussi. Il y a une conférence de presse le 12 janvier. On communiquera le jour même ou avant, un peu avant, pour avoir le lieu un peu plus de l'événement et les détails. Pour ce qui est des lots, est-ce que là, on ne parle que d'argent? C'est-à-dire? Autour du tournoi, oui. Je pense qu'on parle que d'argent autour du tournoi. Mais comme on disait, il y a une journée récréative derrière. Donc, naturellement, il y aura une tombola, il y aura pas mal de lots à gagner. Mais sur le tournoi... clairement, on a joué pour l'argent. Jouer pour l'argent. Un dernier mot, peut-être? Bien sûr.
Naturellement, c'est appeler les entreprises qui hésitent encore, parce que je pense que c'est lancé. Il y a pas mal d'entreprises qui ont déjà validé leur inscription, mais nous attendons encore et encore, et nous espérons atteindre le quota de 16 équipes pour que le samedi 20, nous soyons prêts pour lancer cette belle compétition. Rappelez brièvement les conditions de participation, etc. Les conditions de participation en tant qu'équipe, donc en tant qu'entreprise, pour jouer dans le tournoi, il faut vous acquitter des frais qui s'élèvent à 1 million de francs CFA. Sinon, vous faites une participation en nature, donc vous pouvez proposer vos services ou vos produits. Sinon, vous pouvez devenir sponsor de l'événement et avoir un stand et bien entendu avoir votre logo sur tous nos supports de communication. On commence avec un pack de 500 000 francs, puis un pack d'1 million de francs CFA et un pack à 2 millions de francs CFA. Très bien. Madame Pour Juliana, conclure. Monsieur Jaduve, on vous remercie d'être passé sur le Gestor Show. Merci. Ça a été une véritable masterclass. Ouais. Voilà, Miss Kay, je sais que tu n'es pas très football, enfin tu es beaucoup plus spectatrice. Oui. Enfin, toi c'est le basket, mais on est obligé de te mettre dans la team, quoi, puisque c'est mixte. Mais bien sûr, moi je suis là, moi je vous coach. Tu es quoi, On vous tu es attend. quoi, goalkeeper ou Je vous defender? coach. Je suis dans l'équipe technique. Je suis là pour m'assurer que on passait souvent ce que je vois au ballon d'or là aussi. Pardon. Ouais, quand tu vas te retrouver là-bas, les gars ils vont mettre le pied. C'est la niaque, ils vont que c'est une femme. Les gars Non, vont mais jouer il faut nu. dire que vite fait, j'ai regardé déjà un tournoi corporate qui était mixte et ça s'est très bien passé. Les filles ont vraiment aimé. Yeah. Et voilà. Donc, Non, il n'y a pas moyen qu'on rate ça. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on y parte. On vous attend. Très bien. Bon, allez, la famille, on recevait Madame Juliana et Monsieur Jaduve qui venaient nous parler de cette compétition organisée par le BET 241. Et vous aussi, déjà, vous pouvez participer donc justement en vous inscrivant sur BET 241, en suivant les activités de cette entreprise. Et on s'est dit, à samedi 20, quoi. Bon, allez, on se retrouve pour la deuxième partie juste après le jingle. Bon allez, nous sommes en deuxième partie du Gestor Show. Vous êtes encore sur Gestor Média. Je vous remercie déjà, en tout cas, toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité au programme de cette chaîne. C'est le premier numéro de l'année de l'an de grâce 2024. On a changé d'invité, mais sinon, Miss Kay est encore là et Sonobian, je suis encore là. Mais attention. attention. Ladies and gentlemen, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour le propriétaire de tous les pains? C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle variété de pain dans la boulangerie. Bah oui, tu connais, on est en 2024, mise à jour. Mr. Wills, est-ce que tu peux nous présenter la nouvelle variété de pain dans la boulangerie? Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est en 2024. Et vous savez, en 2024, comme tu disais, c'est vraiment une année, je dirais, de grâce. Donc, une nouvelle variété de pain à base de farine de manioc. Hein. Il y a aussi de l'igname, je suis dessus. Donc, on a le sempiternel pain, mais toujours le pain sia. Toujours dans ce qu'on sait faire. Et puis il y a le pain béni. Non, le pain sia, c'est le meilleur des pains, man. Il peut avoir tous les pains, mais le pain sia, le pain que tu manges, mais personne ne sait que tu... C'est un pain très important. Toujours dans ce qu'on sait faire, bro. C'est quoi la nouvelle variété de pain? C'est le pain béni. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi. Il faut avoir la référence. En tout cas, je suis très content d'être là. Bonne année, meilleurs vœux en tout cas à tous ceux qui nous suivent. Et c'est vrai qu'on nous aime beaucoup. Hein. Ah, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'on nous aime beaucoup. Donc, allez, on espère que cette année, ça va bien se passer pour vous. Petit coucou à toutes les personnes qui partagent, qui like, qui suggèrent les programmes. Qui critiquent aussi, hein. Qui critiquent aussi, hein. Qui nous injurent aussi, hein. Ah ouais, parce que on aime tout le monde, hein. Ça a été très chaud lorsqu'on a reçu l'UNIS Gabon, là. Yes. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Il y avait un débat. Enfin, allons-y. Un débat, de toute façon, vous pouvez continuer le débat sur TikTok. Allez, on a une newcomer. Yeah. Non, c'est pas la First Lady de l'année 2024 parce que il y a eu, comment elle s'appelle déjà? Juliana de BET 241. Voilà, mais c'est aussi une First Lady dans son genre. Voilà, parce que je pense que c'est la première femme à avoir écrit, en tout cas officiellement, sur le rap gabonais. Elle s'appelle Alice Aterianus Owanga. Elle est spécialiste des pratiques musicales urbaines et de hip-hop au Gabon. Spécialiste des pratiques musicales urbaines et du hip-hop au Gabon. Donc elle a réalisé plusieurs documentaires sur des personnalités artistiques du Gabon, dont
un sur Michael Anissé que j'ai regardé. C'était le titre du documentaire, c'est Une vie en black and white. Si je me rappelle, j'avais regardé le documentaire sur Télé Afrique à l'époque. Et celui qui m'a le plus touché, le documentaire qui m'avait le plus touché, c'est celui sur Aziz Inanga que j'avais regardé aux Escales documentaires. Je ne sais plus l'année en tête, je crois que c'était en 2017 ou en 2017. Et donc, elle a écrit un magnifique bouquin, enfin, on dirait un compendium, tu vois, sur le hip-hop gabonais qui est là, qui est en vente. Et le rap, c'est un vrai livre. Hein. Ouais, voilà. Le rap, ça vient d'ici. Et justement, on va en parler. Alice, comment tu vas? Ça va, merci pour votre invitation, je suis ravie d'être là. Bonne année déjà à tous et à toutes. Très bien. Merci. Alors, tu es anthropologue de formation, mais la spécialité dans les pratiques musicales urbaines et du hip-hop au Gabon, est-ce que c'est un diplôme qu'on décerne? Là, aujourd'hui, tu es spécialiste du hip-hop gabonais. Moi-même, je ne m'attribuerai pas ce titre-là. Je pense qu'il y a 1001 personnes ici qui sont plus spécialistes que moi du hip-hop gabonais. Moi, Oui, mais il y a quand même un travail scientifique que tu as réalisé sur la question. Après, je pense que beaucoup d'éléments avec qui j'ai fait ce livre viendront chacun ajouter des précisions, des choses. Moi, c'est le regard anthropologique qui amène la spécialisation. Comment j'en suis arrivée à travailler là-dessus, sans me dire maintenant grande spécialiste. Je suis arrivée au Gabon en 2006 pour un échange universitaire. Et j'étais à l'UOB, j'apprenais à l'UOB. À l'époque, beaucoup d'anthropologues travaillaient sur les rites initiatiques, le bouiti, les sociétés traditionnelles, etc. Les choses passionnantes. Mais peu de gens avaient fait des choses sur le hip-hop. Alors que moi, dans mon environnement, tous mes frangins écoutaient du hip-hop, certains rappaient. Et moi, rapidement, j'ai commencé à danser dans des groupes de danse hip-hop aussi. Donc au bout d'un moment, quand j'avance dans les études, je termine la licence, etc. Il s'agit de trouver un travail de recherche de master et autres. J'ai commencé à travailler sur le rap au Gabon. Et du master, on passe à la thèse, et de la thèse, on passe à la vie. Et c'est comme ça que j'ai passé une dizaine d'années à traîner dans les concerts, les studios, les soirées, les snack bars. Voilà, pour suivre ce qui se faisait autour du hip-hop gabonais. Et puis plus globalement, un travail archivistique aussi pour comprendre en fait la longue durée de production, de relations entre musique et politique, musique et nationalisme depuis les années 60, en fait, depuis les indépendances. Alors, Miss Kay, est-ce que tu as, par le plus grand des hasards, avait déjà entendu un travail scientifique sur le rap gabonais, c'est-à-dire un livre, un documentaire, etc. etc. Honnêtement, non. Mais il faut dire que Alice et moi, on se connaît, j'ai envie de dire, depuis qu'elle est arrivée au Gabon, avec Joanne et quelques autres. Joanne, en Fumzo. Oui. Ah, ok. Ils sont arrivés lors du même échange. Voilà. Donc, je la connais et son parcours, je l'ai un peu suivi en live, on va dire ça comme ça. Mais je suis très, très étonnée, mais pas très surprise non plus de voir le magnifique travail qu'elle a fait en réalisant l'écriture de ce livre. Très bien. Alors, mais bon, je pense qu'il y avait déjà une petite... On voyait ça. Il y avait déjà des prémices. Mister Wiss, Oui, moi j'ai une question. Alors c'est vrai, j'ai bien compris l'intérêt au travers de la description que vous avez faite tout à l'heure, mais c'est quand même important de répéter encore pour ceux qui nous suivent. Moi, ma première question, c'est de savoir en quoi c'est important, en fait, en quoi c'est important, par exemple, pour nous Gabonais, d'avoir une telle œuvre, en fait. En quoi l'anthropologie, je dirais, dans cet aspect-là est important, je dirais, pour nous. Parce que les gens peuvent pas, ne pas percevoir forcément l'intérêt. Parce qu'on se dit, la meuf, pendant 10 ans, elle était là, elle a travaillé, elle a pondu quelque chose. Ça, c'est que ça a un intérêt forcément. L'intérêt, c'est que c'est un révélateur des transformations de la société gabonaise dans les 30 dernières années. En fait, tout ce qui se joue autour de la musique. Bon, déjà, le rap, c'est un producteur de cadres interprétatifs pour penser la société. Aujourd'hui, tu as toute une série de discours qui sont issus du rap. Regarde le Toli Bangando, par exemple. C'est né en partie de choses dans la street, mais c'est en partie aussi le rap et d'autres vecteurs musicaux qui ont contribué à en faire le langage de discussion de société. Aujourd'hui, il y a toute une série de termes qu'on retrouve dans l'Ancham, notamment, qui deviennent une manière de penser ce qui se joue dans la société. Exactement. Que ce soit le banditisme, la bordellerie, toutes ces choses-là, où ça naît de la rue, mais le rap vient finalement le médiatiser à un point où ça devient
presque un phénomène de société. Ouais, quelque chose de mainstream, quoi. Exactement. Et où du coup, on peut avoir des approches de la société gabonaise qui passent par les institutions politiques, qui passent par les changements qui se jouent au niveau de la Constitution, de l'État, des ministères, de toute une série d'institutions. Mais en même temps, ce qui fait vivre la ville et ce qui fait vivre les citadins, les citoyens gabonais au quotidien, c'est ces espèces de paysages sonores qui influencent notre manière de voir le monde, en fait. Et du coup, parler du rap gabonais, c'est parler de toutes les pratiques ordinaires des jeunes dans la street qui se retrouvent pour fumer, qui se retrouvent pour rapper, qui se retrouvent pour danser, qui se retrouvent pour parler de leur vie au quotidien, de leurs galères, de leurs espoirs, de leurs influences. Qu'est-ce qui les fait rêver? Est-ce que finalement je veux devenir entrepreneur comme Jay-Z? Et comment ça devient aussi un levier de transformation de la société gabonaise? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue autour de l'entrepreneuriat, c'est aussi des choses qui sont nées de certaines influences qui ont été piochées ailleurs et que les gens vont développer selon leur propre manière de pouvoir, de vivre ici, en fait. Ouais, transposer selon le contexte social. Voilà. Donc moi, l'enjeu, c'était aussi de sortir de toute une série d'interprétations qu'on voyait à la fois ici, mais aussi à l'extérieur, de dire que les gens reprennent le hip-hop, ils s'américanisent, c'est une espèce d'homogénéisation culturelle, tout le monde va devenir maintenant comme les 50 Cent et autres, et de dire que non, c'est pas parce qu'on fait du rap qu'on n'adapte pas le rap selon des réalités locales. Et du coup, un des premiers objectifs, ça a été de comprendre aussi comment le rap devient gabonais, en fait. Et comment, autour du fait de rapper, on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être gabonais aujourd'hui, particulièrement dans les années 90-2000, où on est dans une période aussi, on connaît les transitions démocratiques, le passage au multipartisme, et avec l'expression d'un discours critique de volonté de changement de la société à cette époque-là aussi. Donc c'est toutes ces dimensions-là qui font que, pour moi, c'est un objet incontournable, en fait. Et aujourd'hui, on voit une série d'autres objets incontournables du même ordre, mais on y viendra. Est-ce que historiquement, le rap a participé à figer l'histoire du rap gabonais? L'histoire politique au Gabon. À figer l'histoire politique au Gabon. Je ne suis pas très sûre de saisir la question. Je pense qu'il y a des transformations connexes et il y a eu des espèces de cycles de renforcement du contrôle et de flexibilisation, on va dire. Il faut aussi pas voir le rap comme quelque chose qui arrive tout seul. Le rap arrive à la fin des années 80-90, à un moment où il y a cette ouverture démocratique, où on a aussi toute l'émergence de toute une série de radios privées qui permettent aussi qu'il y ait d'autres espaces de discours, que ce soit à Africa numéro 1, des gens comme Dread Paul Mouketa qui organisent des émissions où entre le rap et le reggae, c'est des lieux où on peut faire entendre d'autres discours. Le regretté Grégory Mbouaminsa aussi qui avait exactement. Arcade, rappeurs de la côte ouest africaine, etc. Donc, il faut aussi penser les transformations technologiques qui ont permis finalement ces changements. Aujourd'hui, si on a l'Ancham, c'est aussi parce qu'il y a toute une série de nouveaux outils qui permettent que des gens s'enregistrent ces jeux, diffusent ça directement sur les réseaux sociaux et deviennent stars du jour au lendemain, alors qu'avant, il fallait passer par des circuits qui étaient beaucoup plus verrouillés. Donc, est-ce que le rap a contribué à figer la politique au Gabon? Non, le rap a été un vecteur de transformation des modes d'expression du politique au Gabon. Des choses que dans les années 80, tu ne pouvais pas dire. Une personne comme Aziz Inanga, par exemple, c'est pas pour rien que les rares artistes qui n'étaient pas dans les groupes d'animation culturelle ou qui n'étaient pas dans les orchestres militaires, ils allaient enregistrer en France, ils essayaient de trouver des mécénats, soit par le biais d'organisations internationales, soit par le biais d'opposants politiques. Mais en tout cas, c'était beaucoup plus compliqué d'émettre un discours ouvertement critique. Mac Joss passait par des voies détournées. Bien sûr. Même dans le message, ils utilisaient des allégories, des animaux, ils utilisaient toujours des éléments de la nature justement pour exprimer... la tête du mouton, les choses comme ça. Là où le rap va être beaucoup plus frontal lorsqu'il va arriver. Exactement. Et donc V2A4 marque aussi le paysage musical à un moment parce que les gars viennent dire des choses qu'on ne disait pas auparavant. Et je pense qu'il y a quelque chose de cette nature-là en termes de transformation, de la manière dont les gens se positionnent par rapport aux politiques, où au lieu de passer par les rumeurs, au lieu de passer par des voies détournées, on a maintenant un média qui vient exprimer tout ça. Maintenant, ce qui s'est passé à un moment donné aussi, c'est que le rap n'évolue pas indépendamment de l'industrie musicale. C'est clair. Et même si on a eu toute une période dans les années 90 où il y avait une forme d'autonomisation, un secteur qui évoluait de façon relativement extérieure au ministère, parce qu'à l'époque, ce n'était pas vu comme un genre musical légitime. À partir du début des années 2000, on voit tout à coup un intérêt croissant parce que c'est une manière de toucher la jeunesse. C'est un dispositif de communication. La communication politique, on sait que c'est assez important. Et à partir de ce moment-là, on voit quand même un resserrement des modes de contrôle et des modes
d'instrumentalisation du hip-hop, on va dire, qui naît avec différentes antennes, différents labels. Ouais. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le résultat de ce qui s'est passé avant? Parce que tu as parlé de V2A4 justement, et pour ceux qui ont bonne mémoire, en tout cas pour ceux qui ont vécu cette période-là, V2A4, malgré son message vindicatif, virulent, etc., avait bel et bien battu campagne pour l'ancien président Omar Bongo. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce côté vicieux aussi d'un amour bizarre entre le rap et la politique au Gabon qui remonte même depuis les origines du rap au Gabon? Complètement. Oui, et même autour du débat qui se jouait entre V2A4 et SIAPOSIX par rapport à l'enjeu d'authenticité, en fait, de légitimité à tenir ce genre de discours, l'origine sociale de V2A4 les amenait. Mais après, il y a aussi des choses pour lesquelles il aurait été difficile que des gens obtiennent de tels moyens pour aller enregistrer dans des studios en France pour faire diffuser ce genre de discours s'ils n'étaient pas eux-mêmes issus de ce milieu-là. Exactement. Donc, après, il y a souvent des débats autour d'un certain purisme aujourd'hui dans le rap gabonais qui tend à voir que soit on est complètement en dehors de la politique, soit on est à l'intérieur. En l'occurrence, l'exemple de V2A4, comme l'exemple d'autres personnes qui ont fait Bouge ton vote, des choses comme ça. Ouais, en 2005, on s'en rappelle. Il y a des ambiguïtés, il y a des manières de négocier aussi les choses, et où ça, y compris de la part des artistes contestataires, il y a une manière aussi d'émettre les choses, d'émettre des propos contestataires qui permettent que tout simplement on sache que sa famille ne va pas se faire harceler au téléphone ou agresser. Donc il y a toujours un positionnement qui négocie avec les autorités politiques. Bien sûr. Et moi j'ai une question par rapport à ce livre. Comme tu dis, il a été sorti en 2017. Du coup, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un nouveau projet? Est-ce qu'il y a... Attention, Miss, qu'il ne faut pas faire tomber Soso. Elle est encore fâchée. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le sujet qui lui donne envie de bouger un peu. Certainement. Voilà. Non, là, donc après cette recherche, moi j'ai dû partir du Gabon un moment et faire d'autres projets pour travailler sur d'autres pratiques musicales et danser dans d'autres villes africaines. Mais j'observe toujours, de près ou de loin, parce qu'on revient toujours au Gabon quand même. Et dans les dernières années, il y a eu des transformations considérables, on va dire plus ou moins à partir de 2018, notamment avec toute une série d'initiatives dont je pense que vous participez d'une manière, G-Store en tant que label de distribution, enfin que plateforme de distribution. Bien sûr, plateforme de distribution. En tout cas, comment le numérique a injecté toute une série de nouveaux outils qui ont radicalement transformé, à mon sens, la manière dont la musique se produit, se consomme, s'écoute au Gabon, et où ça a conduit à l'émergence de nouveaux genres musicaux et autres. Et puis aussi des nouvelles esthétiques qui nous parlent encore de la société gabonaise et je pense qu'ils nous parlent de la crise et de la dégradation intense des conditions de vie qu'il y a eu entre 2009 et 2023, on peut dire, particulièrement à partir de 2016 et de la crise de 2016. Donc les nouveaux projets, mon objectif là, c'est de lancer une nouvelle recherche pour comprendre justement ce qui se joue autour de ces nouveaux genres-là. Très bien, bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu souhaiterais revenir? D'abord, où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage? Alors cet ouvrage, il y a la librairie universitaire de l'université Omar Bongo, parce que je suis fidèle quand même, comme étudiante à l'UOB, je continue à mettre mes livres là-bas, et pour mes collègues anthropologues avec qui je travaille toujours. Parallèlement, j'ai écrit ce livre, mais j'ai aussi une 50aine d'articles qui abordent plein de facettes différentes du livre et qui sont tous en libre accès en ligne. C'est des sites universitaires, comme moi je suis une universitaire, donc on peut trouver tous mes articles en ligne gratuitement. Le film sur Azizi Nanga, je pense qu'il est toujours à Discotype Mbolo. En DVD ou en VCD. Voilà. Le film sur le slam, les nouvelles écritures de soi. Big up à mes amis avec qui j'avais fait ce film. Il est en ligne sur YouTube. Et puis le film sur Michael Anisset, là, il faut voir avec lui-même parce que j'ai laissé les DVD avec Anisset. Le documentaire sur Azizi Nanga, est-ce qu'il est disponible quelque part? Parce que la seule normalement, fois que je l'ai regardé, c'était aux escales documentaires. Et puis, bon, je ne l'ai plus vu. J'ai essayé de diguer sur YouTube, mais je ne l'ai pas trouvé. Aux dernières nouvelles, j'avais laissé ça à Discotype Mbolo. Maintenant, il faut que je vois. Peut-être qu'on va mettre ça en ligne. Après, des gens m'ont dit qu'ils voient ça des fois à Gabon Télévision. Moi, je ne sais pas. Ah bon. faut voir quand même. Okay. Mais voilà. Il faudrait peut-être écrire sur cet aspect-là du Gabon aussi. L'archivage.
Alors, c'est des choses sur lesquelles j'ai écrit aussi, parce que j'ai passé... Mais bon, on peut voir aussi une difficulté à aborder la question du passé, en fait. Bien sûr. Et c'est des soucis qu'on a eus en faisant tous mes films, que ce soit celui sur Michael Anicet, pour trouver certaines archives qui sont vues comme potentiellement posant des problèmes, les archives de quand Michael Jackson est venu au Gabon, parce qu'il est venu dans certaines conditions. Pour trouver des archives sur Aziz Inanga, on a eu les mêmes problèmes. Et c'est vrai que bon, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère de changement où il y a une volonté, justement, peut-être de regarder en face un peu plus la manière dont certains mécanismes d'organisation de la société et de domination politique se sont mis en place pendant les 60 précédentes années. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus quand on est dans une entreprise de, on va appeler ça reconstruction, rénovation, transformation. Réappropriation, mais on ne peut pas avancer sainement si on ne regarde pas de façon lucide aussi ce qui s'est joué dans le passé, sans forcément être dans une dynamique accusatoire systématique, mais déjà pour être conscient de comment est-ce qu'on en est arrivé là où on est. Donc, les archives nationales, il y a plein de choses passionnantes à trouver là-bas pour mieux comprendre l'histoire du pays et à conserver et à rendre accessible aussi pour les gens qui font des recherches. Parce que c'est encore un vrai souci, l'accessibilité pour les gens qui font les recherches, mais aussi pour les étudiants, pour les citoyens lambda qui ont envie de mieux comprendre certains aspects de l'histoire. Très bien. Bon alors, Alice, tu vas regarder cette caméra, tu vois, celle-là. On a une tradition sur ce plateau, c'est que lorsqu'un invité arrive pour la première fois, que ce soit l'invité qui disent bye-bye à toutes les personnes qui nous regardent. Donc, tu as la lourde tâche de dire bye-bye à toutes les personnes qui nous regardent en regardant cette caméra. Je dis bye-bye à toutes les personnes qui nous regardent et j'espère qu'il y aura d'autres fois après cette première fois. Bien sûr, lorsque le deuxième ouvrage sera après. Peut-être si tu as une communication officielle ou je ne sais pas s'il y a un autre travail, parce que je sais que tu as écrit sur plusieurs artistes, sur Oda Eno, sur le Bouti Gang, etc., etc. Donc lorsqu'il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. L'anthropologie, ça prend du temps. Cet ouvrage-là, c'est peut-être 10 ans de travail, donc j'espère que je reviendrai avant. En 2000... Voilà, non, parce que si on attend 2030, c'est long. Donc entre-temps, on va essayer de faire des petites choses. Mais il y aura autour du projet que je suis en train de lancer, il y aura des conférences à l'UOB avec des collègues du laboratoire d'anthropologie. Très bien. Donc voilà. Est-ce qu'avant de partir, tu peux expliquer brièvement c'est quoi l'anthropologie ? L'anthropologie, c'est l'étude des pratiques sociales et culturelles. C'est tout ce qui concerne l'homme, l'être humain, homme et femme évidemment, dans sa dimension sociale et culturelle. Donc on peut faire de l'anthropologie du monde agricole, de l'anthropologie des médias, de l'anthropologie des migrations, de l'anthropologie de la musique et de la danse. Tout ce que l'humain fait